conférence Innover Entreprendre ou pas. Mais Innover Entreprendre, c'est une association qui a été créée par Bruno Martineau, qui est ici, qui est monsieur entrepreneuriat de l'école polytechnique, et par Bruno Vior, qui est un entrepreneur vétéran. C'est une association qui a pour objectif donc, de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes et des étudiants, dans l'objectif d'inciter à la création. Et la philosophie étant de filmer intégralement les conférences qu'on organise avec des intervenants à chaque fois sur des thèmes précis, et ensuite de rediffuser ces conférences. Donc vous allez voir, vous pourrez aller voir notre site, on a plus de 600 vidéos de tout un tas de conférences qu'on a fait avec des personnes comme Jean-Louis Gasset, comme Bob Dorff la dernière fois, le fameux de la Silicon Valley, comme Patrick Robin et bien d'autres. Et à chaque fois, les vidéos sont dans des tout petits formats hyper consommables sur des thèmes. Donc Patrick Robin qui parle du business model, Bob Dorff qui parle du customer development, et puis je sais pas, peut-être Alexandre qui parle de comment bien s'associer ou comment tester, etc. Donc je vous invite à aller voir notre site, je vous invite à tweeter, à nous faire un peu de Facebook, tout ça. Et je vais juste remercier nos sponsors qui sont Orange, Iris Capital et Novao. Et puis, je vous souhaite une excellente conférence. Et peut-être tu vas présenter rapidement. Donc, je pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui soit de l'ESCP, mais donc je le dis quand même merci à l'ESCP de nous avoir prêté cet amphithéâtre. Merci aussi à Julien, qui est étudiant à l'ESCP et qui nous a permis d'obtenir la salle et qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation. Et donc voilà, le thème de ce soir sera consacré à la recherche du business model et donc les phases nécessaires où on doit tester, puis itérer, éventuellement pivoter si ça ne marche pas. Donc pour traiter ce thème ce soir, on a la chance de recevoir Alexandre Cognard, qui est un professionnel du web, un champion du e-commerce. Et voilà, donc Alexandre, si j'ai bien calculé, tu as 32 ans. Alexandre est diplômé donc, de l'école supérieure d'informatique, d'électronique et d'automatique de Paris, et il a aussi un MBA de l'école supérieure de commerce de Montpellier. Et donc Alexandre a une vie passionnante parce qu'il est CTO et fondateur de pas moins de 3 sociétés, dont la plus connue est Vestiaire Collective, donc le site de dépôt-vente de vêtements de luxe que vous connaissez sûrement, mais aussi RL Agency et Fair Disclosure Management qui est un éditeur de logiciels de gestion de bases de données. Donc voilà, c'est un profil très technicien, mais en même temps fondateur. Et il aura sûrement des choses très intéressantes à nous dire sur le thème d'aujourd'hui, puisque c'est une phase importante pour tout entrepreneur. Alexandre. Ouais, juste. Raph, Voilà. Bon, bonsoir à tous, c'est le défilé. Donc moi c'est Raphaël, fondateur de Speecheo. Alors Speecheo, c'est une application qui est justement complètement dans la théorie de ce que vient présenter Alexandre ce soir. Tester, itérer. Donc nous, c'est une application qu'on développe dans le cadre d'une startup, qu'on est en train de tester, et on a besoin de vous ce soir pour la tester. Alors qu'est-ce que ça permet cette application? Vous voyez, comme vous pouvez le voir, en fait c'est filmé ce soir. Si vous lancez cette application, donc vous allez sur le site speecheo.com, il y aura un QR code juste après, qui vous permet en fait de prendre vos notes et de noter les points importants de la conférence, les points qui vous marquent, soit les 5 dernières minutes, les 3 dernières minutes, la dernière minute, ou à partir du moment où vous décidez. Et après coup, après l'événement, nous vous fournirons en fait ces bookmarks avec les vidéos, et comme ça vous pourrez consulter les extraits vidéo que vous avez sélectionnés et les lire avec vos notes. Donc ça vous permettra d'avoir une lecture enrichie de cet événement. Donc si tu peux passer au slide d'après. Donc c'est speecheo.com, c'est gratuit et vous avez le QR code si vous voulez le taguer directement. Si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup. Donc, je rajouterai juste pour finir, donc Alexandre va faire un petit talk sur le thème, mais il y aura bien sûr des questions-réponses à la fin. Donc si vous avez des questions pendant son talk, n'hésitez pas à les noter sur votre téléphone ou votre cahier. Et donc à la fin, session de Q&A en fonction de vos questions et de vos cas personnels. Du coup, on m'a demandé de venir parler de tests, de pivots et d'itération, donc des choses qu'on fait un peu tout le temps quand on entreprend.
Donc je vais me présenter rapidement. Donc il a déjà fait très bien, je suis cofondateur CTO VSR Collective. Je le rappelle juste, pour ceux qui ne connaissent pas, plateforme d'achat-vente de produits de mode luxe, avec une énorme particularité par rapport aux autres plateformes standards du marché, que ce soit eBay, PriceMeister, etc., c'est que tous les produits transitent par chez nous pour être contrôlés, authentifiés, pour éviter les contrefaçons. Alors en fait, c'est parti de quoi? D'une idée hyper simple. On a une des associés qui avait des produits de luxe, type, je sais pas, des sacs à main Chanel, et il n'y avait aucun endroit sur Internet pour les acheter et les vendre. Il n'y avait que les boutiques de dépôt-vente où il y a 50% de marge, des choses comme ça. Du coup, en partant de ce constat, on a décidé de monter Vestiaire, et puis on est arrivé là où vous connaissez peut-être. Bah, je vais reparler au milieu de la conférence. On va d'abord commencer par le début. Alors, il y a un petit graphe qui permet de voir un petit peu l'évolution standard d'une startup, donc c'est un peu schématique. Souvent, on commence avec une idée, derrière, on trouve des associés, on trouve quelques copains, des amis, un peu de réseau pour amener un petit peu d'argent. On commence à avoir un produit. Là, on va chercher un premier VC qui amène un peu d'argent. On recommence une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis après, c'est l'introduction en bourse. Donc ça, c'est quand ça se passe bien, hein. La plupart du temps, ça va s'arrêter à peu près soit aux associés, soit aux amis et puis à la famille. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, on va commencer un peu avec vous. Vous en êtes-vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées, des projets, des choses qui sont en train de faire des choses dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais, un petit peu quand même. Donc les autres, ils sont là juste, on verra pourquoi. Donc, alors, qui a eu juste une idée et puis sait pas comment la mener ou ouais. Il y en a qui ont déjà trouvé des associés? Non, pas grand monde, hein. Non, vous êtes au début. Je sais pas, il n'y en a pas encore qui ont fait les levées de fonds, là. L'intro en bourse, tout ça, non? Pas encore. Ok. Bon. Alors. On va commencer par tester, parce que tester, il y a plein de choses à faire avant même de ne serait-ce que créer l'entreprise. Il y a plein de choses à faire, donc on va parler de l'idée, du prototype, du produit. Alors, déjà, le premier truc qu'on voit, je trouve un peu trop souvent, c'est quand j'échange avec des personnes qui ont des idées, il y en a beaucoup qui bloquent et qui ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur que, je sais pas, qu'on leur vole leur idée, ou etc. Donc déjà, si une démarche comme ça, elle est mauvaise, c'est-à-dire que soit l'idée, elle est vraiment pas terrible et du coup, on peut la copier instantanément. Puis la plupart du temps, c'est quand même la vision générale qui est importante et pas juste l'idée de base. Et du coup, vraiment parler. J'en vois trop souvent qui continuent comme ça, qui veulent pas, etc. Puis à la fin, ils vont sortir un produit qui est complètement en décalage avec le marché. Et ça marche pas. Alors, à qui on parle? D'abord, vous pouvez parler avec les gens qui vont correspondre à votre produit, à votre service. Donc juste pour voir si votre idée, la manière dont vous allez l'exécuter, correspond un petit peu à leurs attentes. Après, les entrepreneurs au sens large, parce que bon, bah, ils ont eu un vécu, etc. Et du coup, ça leur permet de vous challenger, de voir un petit peu ce qui se passe et de vous apporter des questions, des réponses, et puis de vous faire mûrir votre idée. Les investisseurs, alors ça c'est un peu plus tard, c'est-à-dire que vous pouvez leur parler dès le départ, mais moi j'ai jamais vu une société investie, enfin financée, avant qu'il y ait un produit qui soit arrivé sur le marché et qui ait trouvé un début de traction. Ça arrive quand on a monté une boîte, deux boîtes, qu'on a fait 3 exits, on peut lever sur un PowerPoint, mais sinon ça marche pas. Je vois beaucoup de gens qui sont avec des idées, qui n'ont pas encore de produit, qui n'ont rien du tout, et qui veulent tout de suite lever énormément d'argent. Ça, j'ai quasiment jamais vu. Le reste, alors je sais pas si votre grand-mère c'est le meilleur truc, enfin la meilleure personne avec qui en parler. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont complètement, soit pas entrepreneurs, enfin qui sont pas dans ces catégories-là, la plupart du temps ils vont pas comprendre ce que vous faites, et du coup ils risquent plutôt de vous faire perdre un peu confiance en vous, etc. Alors il faut avoir quand même pas mal de recul pour pouvoir prendre de l'intérêt là-dedans, mais je dirais qu'il faut le limiter, ça reste quelque chose de particulier l'entrepreneuriat et tout le monde ne peut pas comprendre ce que c'est que de lancer des idées comme ça et de ne pas être dans le truc standard. Donc voilà, vraiment parler c'est hyper important, ça permet déjà de faire un premier test sur votre idée en elle-même. Alors préparant la conférence, je suis retombé un petit peu, j'ai refait ma rétrospective pour voir qu'est-ce qui m'avait amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je suis tombé là-dessus, donc c'était en 97, j'avais 16 ans. J'étais fan, un peu geek, des calculettes, tout ça. Et, ouais. Et à l'époque, on pouvait charger des programmes sur notre calculette, il y avait des trucs en assembleur, des trucs compliqués. Sauf qu'il fallait acheter un câble qui valait plus cher que la calculatrice. Du
coup de chance, c'était le début du web, donc on pouvait naviguer, etc. Et puis j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu qu'il y avait des câbles qu'on pouvait fabriquer soi-même. J'ai commencé à faire un site internet qui référençait tout cet univers autour de ces calculettes, tous ces schémas de câbles. Et puis j'ai décidé d'en créer un, ça n'a pas marché, un deuxième, ça n'a pas marché, un troisième, ça n'a pas marché. Et finalement, il y en a eu un dernier qui a fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste mis un lien sur mon site qui dit si vous en voulez un, vous m'envoyez 50 francs par la poste avec un chèque. Et puis ça a marché. Donc vraiment, il y avait une démarche pas du tout dans un entrepreneuriat avec de la vision, etc. Et voilà, j'ai eu, je sais pas, une centaine de commandes quand même. Donc tous les soirs, j'étais là en train de fabriquer mes petits câbles. Et donc voilà, c'était un peu, ça m'a lancé là-dedans. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des choses hyper facilement. Il n'y avait pas besoin d'avoir une armée de personnes, du marketing dans tous les sens. C'était le début du web et voilà. Alors pour l'anecdote, le site est toujours en ligne. Donc voilà. Donc bon, mes talents de graphiste sont pas là et ne le sont toujours pas, mais c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'était ma première expérience pour l'histoire. Alors, tester souvent, je vois des gens qui disent oui, il faut aller acheter un site internet, une application mobile, il faut passer par une agence, mettre tout son argent, toutes ses économies pour se retrouver avec un produit qui est complètement en décalage avec le marché. Donc je n'ai jamais testé cette technique, mais je la garde dans un coin pour l'essayer plus tard. C'est Timothy Ferriss, qui est un style d'entrepreneur, on va dire, qui a écrit un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est très intéressant. Et bon, tout n'est pas bon à prendre dedans, mais peu importe. Dedans, il y a une technique qui est plutôt pas mal, qui est de dire on peut tester son idée sans produit, donc comment ça marche. Je sais pas, vous voulez vendre quelque chose, vous voulez vendre un service, etc. Donc c'est assez web, hein, mais vous pouvez tout simplement fabriquer votre site internet qui vend votre produit. Il n'existe pas, mais vous le mettez en avant, etc. Vous mettez un bouton pour payer, genre un bouton PayPal ou n'importe quoi, qui amène sur une page qui dit site en maintenance ou la page n'existe pas. Vous mettez ensuite, vous achetez la publicité sur AdWords. Et après, ça vous permet de mesurer, c'est-à-dire de mesurer si vous pouvez trouver des clients, combien ça coûte, etc. etc. Donc vous avez toute la chaîne depuis la personne qui clique sur l'AdWords jusqu'à la personne qui clique sur le bouton j'achète. Et du coup, vous pouvez voir simplement comme ça, c'est-à-dire qu'en quelques heures de travail, vous avez un site internet, vous le branchez, vous arrivez à voir si vous avez l'acquisition de clients, combien ça coûte, quel est le taux de transfo, et pour voir si à la fin vous avez vraiment quelque chose à produire ou pas du tout. Et comme ça, vous économiserez 50 000, 100 000 euros de, je sais pas, de service ou de montage de société juste pour voir ce qui se passe. Donc à tester, je pense que ça coûte pas cher, ça permet de tester des idées rapidement. Alors après, un cas un peu plus concret. C'est un copain à moi, qui s'appelle Alexandre Delivet, qui avait qui est parti en fait d'une société américaine, début de beurre, etc. Et puis il y avait une société qui proposait le même genre de service, mais pour laver les voitures. Donc vous avez garé votre voiture quelque part, vous êtes à votre bureau, vous lancez l'application, vous commandez, puis il y a quelqu'un qui vient nettoyer votre voiture. Donc il s'est dit, bah, pourquoi pas répliquer le service en France. Donc là, encore une fois, quelqu'un qui a une idée comme ça, il va, la plupart du temps, la démarche standard, c'est je vais fabriquer une application mobile auprès d'une agence, je vais payer 20, 30, 40 000 euros, je vais avoir un truc qui marche à moitié, dès qu'il va falloir faire des évolutions, ça me coûter cher. Et finalement, j'ai 0 client, rien du tout, et il ne s'est rien passé, on ne sait même pas s'il y a une demande. Alors ce qu'il a fait, il a simplement pris, il a fabriqué un site internet qui vantait son service, donc un copain avec un web designer, etc. Il a fait son site, il a fabriqué une application mobile, mais pas une application mobile standard que vous téléchargez, etc. Juste un site web bête et méchant. Il a ensuite imprimé sur son imprimante des prospectus qui vantaient son service. Puis il allait faire le tour du pâté de maison de là où il travaillait, et il allait le mettre sur toutes les voitures. Puis il a attendu. Il a voulu voir ce qui allait se passer. Donc là, il a eu une commande. Donc là, il est descendu, il a lavé sa voiture, etc. Il a pris des photos, il a envoyé ça au client, il a vendu le service. Et comme ça, il a pu tester toute la chaîne de production depuis le début, l'acquisition de clients jusqu'à la fin. Et ça lui a coûté, je crois, il m'a dit 500 euros, je crois, entre quelques frais divers et variés, et puis son temps, il y a passé 2 jours. Voilà, 500 euros de 2 jours, il a testé son idée. Conclusion, bah, il ne l'a pas fait.
Mais au moins, il a testé son produit et puis il a économisé de l'argent. Et du coup, il peut. Voilà. Donc il y a des solutions si vous voulez tester des idées et sans avoir à dépenser toutes ces économies, parce que je sais ce que c'est. On a travaillé un peu, on a une idée, on met toutes ces économies et on recommence parce que ça n'a pas marché, et puis après on repart. Et je sais pas, je suis entrepreneur depuis toujours et j'ai toujours réussi à rebondir comme ça de société en société. Toutes n'ont pas forcément parfaitement fonctionné, mais je pense que c'était très dur quand on a commencé, qu'on avait goûté un peu à cette liberté de repartir dans l'emploi plus classique. Alors après un test un peu plus long quand même, donc vestiaire collective, de l'idée au prototype, donc là c'est avant l'ouverture du site. Comment ça s'est passé? Bon, déjà on a constitué l'équipe hyper tôt. Je pense que notre particularité, pourquoi ça a marché, c'est vraiment, je pense, très centré sur l'équipe au départ. Donc juste pour revenir un petit peu en arrière sur l'idée. L'idée, je pense que c'est moins d'1% de tout le projet. C'est-à-dire que vraiment, les autres composantes, c'est les gens avec qui vous travaillez, puis la façon dont vous avez créé, donc tout ce qu'on appelle l'exécution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on était tous en quête de fabriquer quelque chose, un gros projet, et on a pris en fait l'ensemble des compétences et des potentiels associés qu'on avait. On a benchmarké l'ensemble de nos idées, puis on a fait OK, celle-ci correspond le plus à l'ensemble des compétences qu'on avait. Donc un peu une démarche différente de on se retrouve avec des copains et puis on a une idée et puis on l'envoie. C'est plutôt on a trouvé des personnes qui avaient envie d'entreprendre et qui avaient envie de faire un gros projet, et du coup on a trouvé ce projet-là. Du coup, voilà, encore une fois, il faut aller vite. On n'a pas toutes ces économies à partir. Moi j'avais la chance d'être dans mon agence à cette époque-là, mais les autres étaient financés par Pôle emploi, on dit maintenant. Donc bon, il y a toujours une période de temps limitée. En fait, on a lancé notre site, donc c'était à peu près 9 mois de travail, c'est-à-dire qu'on avait juste cette idée, il faut pouvoir contrôler des produits d'occasion. Donc site e-commerce, d'un côté, il faut pouvoir déposer des produits de l'autre. On a mis du social au milieu avec un feed, donc on a beaucoup itéré sur ces différentes choses pour fabriquer un premier produit qui était donc le site internet en 2009 et qui était hyper axé expérience utilisateur pour le client final. C'est-à-dire que tous les process back-office, de traitement, de suivi, etc., déjà on n'avait pas le temps, et en plus on ne savait pas comment on allait faire notre métier. C'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais fait, donc on ne savait pas s'il fallait faire beaucoup d'interfaces en back-office à différents endroits, etc., etc. Du coup on a lancé le site vraiment uniquement orienté utilisateur, et derrière tout était complètement artisanal. Donc on recevait les produits, il fallait les retrouver limite sur le site web qui était consultable par les clients. Enfin bref, voilà, donc vraiment une concentration sur ce qu'on appelle le minimum viable product, qui est vraiment ce qu'on peut fournir au client pour qu'il puisse avoir une expérience qui puisse l'intéresser. Et le reste, on le met de côté de toute façon. Vous aurez le temps de faire d'autres choses derrière, et puis de recommencer, puis d'améliorer en permanence. Maxime le sait. Donc il y a beaucoup de choses à faire après. Donc vraiment le début, c'est d'arriver à faire ça. Pendant cette phase-là, on était déjà dans une démarche de start-up financée, etc. Du coup, on a cherché très tôt des fonds. Et on a eu des gens, alors, donc le premier tour, c'était plus avec des particuliers qui voulaient investir. Donc on a eu beaucoup de promesses pendant ces 9 mois. Étrangement, ils ne signaient pas. Ils ne signaient pas. Ils signaient pas, ils signaient pas, ils signaient pas. Et puis à la fin, on se dit, ils ne signent pas, tant pis pour eux. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on avance. Donc on a lancé le site web. Et là, on a eu directement des commandes assez rapidement. Donc bon, il y a eu beaucoup de... On a eu du temps pour fabriquer un catalogue, pour s'associer avec d'autres, pour faire des partenaires avancés, etc. Mais on a lancé sans financement. Et voilà, à partir du moment où on a eu nos premières commandes et que les potentiels investisseurs ont vu qu'il y avait de l'attraction, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, là, ça a été fait en, je crois, en un mois et demi. On a pu signer le pacte d'actionnaires, on avait démarré la boîte et c'était parti. Donc vraiment, là, encore une fois, sur le papier, c'était beau. Les gens ne savaient pas si on allait être capable d'exécuter correctement. Et du coup, ils ont attendu d'avoir des preuves pour pouvoir nous financer. Et puis là, après, c'était parti. Et on a pu enchaîner. Donc juste un petit... Voilà, c'était notre site à l'époque en 2009. Là, aujourd'hui. Voilà, il était ce qu'il était loin d'être parfait. On a mis quand même un peu de temps. On a mis 9 mois pour fabriquer notre premier produit. Donc c'est quand même long par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais de toute façon, vous allez pouvoir le faire évoluer. Il a évolué en front des dizaines de fois.
Et pour atteindre la perfection, vous n'y arriverez pas du premier coup, ce sera toujours l'itération, et puis on le fait encore tous les jours aujourd'hui. Et il y a énormément de modifications qui sont apportées en permanence. Donc ça c'était pour le test, vous avez un petit peu testé votre idée, il s'est passé des choses, vous avez trouvé votre marché, vous avez commencé à faire des clients. Et parfois il faut pivoter. Alors ça c'est un mot que j'ai entendu pour la première fois il y a, je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça. C'est un mot où on met un peu tout dedans. En gros, c'est les moments un peu clés dans l'entreprise où il se passe des choses importantes qui vont faire que la société va survivre ou évoluer. Donc il y a des moments, bon, vous êtes dans votre fonctionnement standard, et puis à un moment donné, vous décidez de faire des variations importantes qui vont faire que soit vous allez passer au cap d'après, soit tout simplement vous allez continuer d'exister parce qu'il arrive très souvent dans des entreprises qu'on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Donc moi je mets dans le pivot même vous-même en fait. Pourquoi? Parce que des fois vous allez vous retrouver dans votre société, vous avez investi beaucoup de temps, etc. Puis ça va pas marcher comme vous le voulez, et du coup pour rebondir, vous allez exploiter ces éléments-là. Donc souvent je suis parti de sociétés qui font du produit, après j'ai pivoté moi-même vers des sociétés de services en exploitant l'expérience et les compétences que j'avais fabriquées. L'idée est toujours de le faire pas trop tard, parce que quand c'est trop tard, il est trop tard, mais de trouver le bon moment pour changer. Après, il y a plein de pivots différents. Bon, c'est un mot juste pour indiquer qu'il faut faire des grands changements parfois dans l'entreprise si vous voulez que ça continue. Donc, encore une fois, on va faire des cas pratiques. Ah non, tout d'abord, pour ceux ici, il y a des joueurs de poker, ils doivent connaître cette phrase. Quand vous êtes sur votre projet, souvent c'est le meilleur du monde, vous pensez que tout est parfait, vous avez la science infuse, etc. Il y a des moments où, voilà, quand vous ne rencontrez pas votre marché, il faut arrêter, il faut arriver à trouver une autre voie, changer de produit, changer de modèle de distribution, changer d'équipe, changer de plein de choses. Donc voilà, à un moment donné, il ne faut pas s'obstiner quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et il faut arriver à lâcher et puis passer à autre chose. C'est pas très grave, c'est juste une idée, et puis finalement c'est vous, votre expérience et puis tout ce que vous pouvez en tirer après. Alors tout à l'heure on a parlé de FDM, alors ça c'était ma première société, j'avais 19 ans. J'étais associé à un monsieur qui venait de la communication financière. Donc lui il partait du principe que les sociétés cotées devaient offrir une information complètement transparente aux actionnaires individuels versus les investisseurs qui étaient beaucoup plus proches. Et du coup on a lancé une plateforme qui s'appelait Gestion Action, dont le but était de pouvoir d'un côté trouver des entreprises, de l'autre côté des individuels, des particuliers qui souhaitaient investir, pour pouvoir échanger de l'information. Donc un genre de Boursorama, mais plus centré sur le transfert d'informations depuis les sociétés vers les particuliers. Du coup, pour que ça plaise, parce que c'était les sociétés qui payaient, donc pour que ça plaise, il fallait des actionnaires individuels d'un côté, et pour que ça plaise aux actionnaires individuels, il fallait trouver des sociétés. Donc on a commencé un petit peu à faire nos roadshows, on a joué sur, pas mon réseau à l'époque, mais son réseau à lui. On a trouvé un client, 2 clients, 3 clients qui ont voulu participer dans cette aventure. Donc on leur a demandé de nous aider à trouver les particuliers de l'autre côté, les actionnaires individuels de l'autre côté. Donc ça a un petit peu marché. Après il y a des sociétés qui ont eu marre qui ne trouvent pas de vraie masse critique de l'autre côté. Puis ça a tourné comme ça, puis finalement il ne s'est pas passé grand chose. Puis là, il y avait la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça pendant des années, des années, des années? Finalement, pour ne peut-être pas trouver le point où il y a la masse critique suffisante d'actionnaires individuels d'un côté pour que les clients institutionnels de l'autre puissent venir tout seuls. Et du coup, finalement, en allant voir toutes ces sociétés, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas du tout équipées. C'est-à-dire que le département de la communication financière, donc toutes ces personnes qui sont en charge de la gestion enfin pas l'introduction en bourse, mais de l'après-introduction en bourse pour tous les échanges avec les actionnaires individuels et les institutionnels. Ils n'étaient pas du tout équipés, donc c'était tout le temps ces grosses entreprises avec beaucoup d'inertie. Et finalement, on a pivoté notre produit, donc on a transformé notre produit on est parti d'une plateforme qui était quelque part un site internet qui reliait d'un côté les actionnaires individuels aux sociétés cotées. On l'a transformé pour le fabriquer en logiciel de gestion de base de données, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors j'ai plutôt tendance à dire du CRM, mais orienté pour les actionnaires individuels,
avec une solution tout en un pour des gens qui soient capables, enfin des personnes dans les départements de communication financière, qui puissent extrêmement facilement faire des requêtes, envoyer des emails, des SMS, des choses comme ça, auprès de toute leur base ou une partie de leur base, etc. Et là, bah, ça a pris. Alors vous le connaissez peut-être moins parce que ça reste un petit peu confidentiel, notre marché n'est pas énorme. Mais aujourd'hui, c'est leader de ce marché, donc on a une quinzaine de sociétés du CAC 40. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a répondu à leurs besoins qu'on a découvert finalement en lançant notre produit qui n'a pas marché au départ. On a pivoté comme ça vers ce produit. Et voilà, ça c'était vraiment un acte fort parce que c'est-à-dire qu'il fallait oublier notre vision de départ, il fallait oublier notre envie de changer le monde tel qu'on l'avait conçu. Et on s'est réorienté vers du produit plus B2B. Alors, un autre cas. J'avais monté une société juste après qui s'appelait Réseau Local. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu geek. J'étais aussi un gamer. Donc je jouais aux jeux vidéo et puis c'était à l'époque des jeux vidéo en réseau. Alors j'étais pas suffisamment bon pour être un professionnel de tout ça, mais le milieu m'intéressait beaucoup et puis j'avais envie d'apporter quelque chose là-dedans. Puis on voyait aussi en Corée du Sud que les joueurs professionnels c'était des stars qui étaient plus connus que toutes les stars locales. Et du coup on a décidé de fabriquer l'équivalent de la FIFA aujourd'hui pour le football dans le jeu vidéo. Donc ça s'appelait Pro Gamer Cup, je pense que personne connaît ici. Donc c'était quoi? C'était un circuit de LAN. Donc vous savez les grands rassemblements de joueurs là, dans les gymnases, 400 personnes, etc. etc. Donc on a décidé de fabriquer un circuit de ce type-là pour arriver à démarrer comme ça en espérant que dans 10 ans on allait être le FIFA et qu'on allait pouvoir faire les championnats du monde et puis parce que finalement c'était le point central et puis on espérait que ça allait être un modèle gagnant. Donc on a commencé à monter notre événement, on a fait tout un circuit d'1 an. Donc c'était quoi? C'était parce que bon, on essayait de faire les choses bien quand même. Donc c'était relativement bien marketé, c'est-à-dire qu'il fallait trouver une grande salle, gérer le tournoi, etc., accueillir les joueurs, mais également un espace public pour les gens qui venaient voir, c'est-à-dire qu'aller voir des gens qui sont en train de jouer devant leurs jeux vidéo, etc., c'est pas hyper sexy. Du coup, on leur proposait ce qu'on appelait une free zone, donc c'était un espace dédié avec des animateurs pour découvrir les jeux vidéo et voir un petit peu ce que c'était que la sensation de jouer. Donc nos clients, c'était que par les mairies, des éditeurs de jeux vidéo, des constructeurs de matériel pour tout ce qui est sponsoring, et puis les joueurs de jeux vidéo qui venaient payer leur entrée. Donc on a fait ça pendant 1 an, on a fait une finale au Parc des Princes, donc c'était des super moments. Et puis derrière, on a voulu aller plus loin, donc on a voulu faire l'Europe. Donc là, on a monté un gros projet, on a commencé à vouloir aller chercher des financements. Et on est tombé pile poil dans la période de la guerre en Irak, tout ça. Et du coup, on était quand même un outil marketing assez alternatif pour toutes les sociétés de constructeurs de jeux vidéo, enfin les éditeurs de jeux vidéo, les constructeurs de matériel. Et du coup, ils ont coupé tous les budgets alternatifs. Donc ils se sont reconcentrés sur tout ce qui était pub papier, etc., etc. Du coup, là, on avait un financement qui était coupé. Et nous qui avions des idées de conquête du monde, bah, c'était un petit peu foutu, quoi. Du coup, on s'est retrouvés comme ça, là. Puis il nous restait, on se payait pas beaucoup à l'époque, mais il nous restait quoi, 2 mois de cash. Donc là, il y a 2 choix, soit on fait rien, on attend, et puis chacun rentre chez soi, et puis on cherche un nouveau travail, ou soit on trouve des solutions pour faire autre chose. Je me rappelle, on se retrouvait tout le temps dans une petite brasserie, puis là on était en pleine discussion. Puis tout d'un coup j'ai dit, et si finalement on enlevait la LAN? Parce que finalement c'est lourd à gérer, il faut mettre plein de personnes pour gérer tout ça, il faut trouver des grands lieux, des salles, etc. On pourrait peut-être garder que les petits espaces, la public, ce serait sympa, finalement on pourrait peut-être vendre juste ce produit-là, ça marcherait pas. Donc là mes associés me regardaient comme ça bizarrement, mais attends, voilà, on perd tout, on oublie tout notre truc. Je fais ouais, mais à un moment donné il faut choisir, soit on continue notre aventure, peut-être autrement, soit on arrête, quoi. Donc ils ont eu du mal un petit peu. Et bon, à un moment donné, il a fallu choisir, donc on a testé. On allait voir un petit peu nos anciens sponsors, on leur a dit oui, si on vous présente un événement vraiment grand public, est-ce que vous nous suivez? Mais ils ont fait bah pourquoi pas. Et du coup là on s'est mis en quête d'aller trouver des lieux pour implanter
notre circuit plus grand public. Et du coup, là, au lieu d'aller faire des LAN, etc., dans les gymnases des grandes villes, on est parti faire la tournée de tout ce qui est festival de musique, ce genre de choses. On leur a proposé en fait un espace pour que les gens qui soient là, à côté de la buvette, ils puissent passer un petit peu de temps sur des jeux vidéo, des jeux éducatifs. Et du coup, on a trouvé, alors là, directement, ça a cartonné, donc ils nous donnaient des espaces qui vendaient extrêmement cher aux personnes qui vendent le Merguez Frites, etc. Du coup, on est retourné voir nos sponsors historiques, et puis là, tout de suite, ils ont signé. Du coup, on a pu faire des circuits, et puis retrouver plein d'événements. Et après, on a réussi aussi à basculer auprès des mairies, qui eux cherchaient finalement un produit alternatif au chaton gonflable et ce genre de choses pour les mômes. Et avec une question très pédagogique, donc on avait des jeux de simulation de conduite routière pour sensibiliser les jeunes à la conduite routière. Et du coup, on a complètement basculé là-dedans, c'est-à-dire que notre désir de faire de changer le monde dans le jeu vidéo, eh ben, on a oublié. Et puis finalement, on s'est concentré sur du B2B événementiel. Et ça a donné Réseau Local tel qu'il est aujourd'hui. Cette société existe toujours. Je m'en suis séparé parce que c'était moins mes envies, mais aujourd'hui c'est leader dans l'événementiel un peu numérique, un peu particulier. Donc on veut faire des grands événements numériques, on est là. Et puis tout ce qu'on appelle donc les espaces free zone qui sont ces espaces-là. Donc voilà, on peut arriver à basculer comme ça d'un produit à un autre. C'est la même société, c'est les mêmes personnes. Bon, ça a changé un petit peu avec le temps, mais il y a de quoi trouver des solutions pour basculer quand vous êtes dans l'impasse. Alors, après, un autre style. Je ne sais pas si vous connaissiez avant, on s'appelait Vestiaire de copines, qui était un nom extrêmement bien pour la France. Donc on l'a trouvé presque instantanément pour notre projet. Puis tout de suite, on s'est dit, oulala, ça va être problématique pour l'international. Donc on a cherché pendant la phase de lancement un autre nom, et on n'en a pas trouvé qui sonnait mieux. Et finalement, on s'est dit, on n'est pas encore à l'international, on verra bien s'il se passe quelque chose. Et on aura le temps pour changer. Du coup, heureusement ou malheureusement, ça a fonctionné. Et du coup, on s'est retrouvé à un moment donné à vouloir partir à l'international. Et la question du nom s'est reposée. Elle m'a été confirmée quand je suis parti en Angleterre, avec qui j'ai échangé avec des partenaires potentiels. Où là, j'ai dû leur épeler le nom et puis leur écrire, etc. pour qu'ils arrivent à le taper. Du coup, on s'est mis en tête de changer de nom. Alors là, quand vous êtes une société qui a déjà 2 ans, on avait eu la chance de faire un capital, donc de passer sur la mission capital, donc on avait déjà une bonne assise de marque. Le changement de nom était assez critique. Donc à un moment donné, on s'est dit ok, on change de nom, donc là il faut imaginer qu'on est 6 associés, on a déjà 4 investisseurs, qui sont déjà très bien ancrés dans tout ça. Et du coup, chacun veut donner un petit peu son mot à dire. On a des questions légales assez importantes, dans le sens où voilà, quand on veut attaquer le marché mondial, il y a des problématiques de marque à l'autre bout, dans le Kansas, etc. On a vu des choses. Et du coup, voilà, rien que le processus pour trouver le nouveau nom, il a pris à peu près 6 mois. Donc on est passé par des agences, du brainstorming, des aspects légaux pour aller vérifier les noms, etc. Et c'était très dur parce qu'on a fait différents tests avec d'autres noms. On lance des procédures de tests légales pour vérifier si on ne va pas avoir de problème. Ça prend 3 semaines, vous dépensez de l'argent. Et puis ensuite, on vient vous dire qu'il y a une petite chaîne dans le fin fond du Kansas qui a un nom qui est proche de vous. Donc peut-être qu'il y aura un problème dans 2 ans, donc faites attention. On fait un nom, 2 noms, 3 noms. Puis à la fin, ça devient dur parce que ça fait un process de 6 mois comme ça. Et puis à la fin, on arrive à Vestiaire Collective. Est-ce que c'est un bon nom ou pas? Difficile à dire. Bref, c'est le nom qu'on a aujourd'hui. Il rappelle la notion de vestiaire, donc c'était quelque part le plus simple. Et voilà. Et après, on a mis 2 mois à basculer. C'est-à-dire, on avait notre nom. Il fallait arriver à modifier le site internet, je dirais, dans la nuit. Donc on a fait énormément de développement d'un côté pour que ce soit possible de changer de nom instantanément. Tout ce qui est URL, il fallait les modifier pour que ça puisse passer l'un l'autre. Donc les problématiques de SEO pour ceux qui connaissent, les problématiques d'AdWords, les problématiques de newsletter, toute l'image de marque de la société, donc arriver à communiquer le changement de nom. Donc ça c'était un pivot vraiment difficile. Derrière on a eu une décroissance suite au nom parce que on a eu des clients qui sont venus nous voir en disant ouais, vous avez un concurrent qui s'est lancé, il s'appelle Vestiaire Collective. Faites attention.
Donc là, on a dû leur expliquer que non, c'était nous, mais voilà. Donc, si je pouvais ne pas le refaire plus tard, ce serait mieux. Voilà, donc faites attention au nom, mais bon, le pivot du nom était quelque chose de très difficile, et on a pas mal souffert. Mais voilà, donc c'est passé, et depuis on a repris les choses, mais il y avait vraiment une grosse difficulté à la fois humaine pour pouvoir trouver le bon nom, qui soit validé par tout le monde, et qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, donc ça c'était pour les parties pivot. Alors itéré, j'étais un petit peu... pas trop d'inspiration. Du coup, juste un petit mot, c'est un petit peu toutes les choses que j'ai faites dans ces quelques années d'entrepreneuriat. Donc des vraies sociétés, j'en ai créé 6. Des projets, je sais pas, là il y en a quelques-uns. Mais je sais pas, j'ai des idées de tests, etc. J'ai dû en faire une vingtaine. Donc voilà, alors déjà une chose, je pense que Vestiaire marche mieux depuis que je suis un peu plus focus dessus. Donc éviter d'avoir trop d'idées en même temps, c'est un peu vous éparpiller. Mais en même temps, ça permet de tester des choses, de voir ce qui se passe. Moi, j'ai la chance d'être technique, donc sur le web, etc., on peut faire des choses rapidement. Mais il y a des solutions, et puis j'ai rencontré des personnes qui sont très malins sur des façons de faire. Donc il y a la possibilité de créer beaucoup de choses, tester, changer, et puis recommencer plusieurs fois. C'est-à-dire que finalement, c'est avec l'ensemble de la somme des expériences que vous allez faire que vous allez réussir à créer des choses plus importantes. Et c'est vraiment la somme de tout ce que j'ai pu faire avant qui m'a pu m'amener aujourd'hui à faire Vestiaire Collective. Et voilà, donc les petites idées, il faut les tester tranquillement et puis voir ensuite ce que ça donne. Donc voilà, alors, je ne sais pas comment je suis au niveau du timing. J'ai essayé de faire relativement rapide pour ne pas vous ennuyer. Donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions sur à peu près tout et n'importe quoi dans ce domaine-là. Ok. Et voilà. Avec de la micro. Yes. Vas-y. Ouais, non, peut-être pas. Bon, vas-y, le temps que je trouve comment ça marche, vous avez une demi-heure. Si, Loïc, pour la captation. On a besoin du micro. Bonjour, bravo pour ce programme, pour ton parcours. Merci. Comment vous avez fait au début? C'est quoi la stratégie pour attirer des acheteurs et des gens qui mettaient des offres? Comment vous arrivez à avoir les deux côtés Sur Bastien. Alors, dans mes associés, on avait un beau réseau de personnes qui étaient pas mal connectées à des gens qui aiment la mode. Donc, ce qu'on a fait dans les 9 mois, moi j'étais plus sur toute la partie technique, le site internet, parce que mon réseau était un peu limité en copains qui avaient des sacs à main de luxe dans leur placard. Par contre, mes associés étaient un peu plus équipés. Du coup, on a commencé à aller voir, ils sont allés voir leurs copains et leur ont dit voilà, on va lancer ce site, c'est mortel, etc. On fait tout pour toi. Du coup, on a pris les produits, on a tout mis, on a pris en photo, on a fabriqué les fiches, etc. On a démarré avec un stock de 3000 produits, quelque chose comme ça, donc le site était quand même rempli. Donc en plus, on avait tous les produits en stock, c'était facile. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, offre du catalogue et puis produit. Puis après, pour trouver les clients, mon CEO a fait un truc pas mal. Je sais pas trop comment il a fait. Il allait voir le magazine Elle. Il leur a dit voilà, on lance une plateforme de vente avec l'authentification au milieu, ça va déchirer, c'est mortel. Puis il leur a fait si vous voulez, on part ensemble et puis on fait un partenariat, vous nous envoyez du trafic et nous on fait un partenariat, vous récupérez de la marge. Et du coup, c'est pour ça, enfin je vais pas le repasser, mais on avait le logo L en fait au démarrage du site, ce qui fait qu'on avait déjà une belle crédibilité dès le départ. On a eu un vrai apport de trafic instantanément. Enfin, le premier jour, on a fait des ventes en fait, et du coup, c'était parti. Vraiment, il y a beaucoup de projets des problématiques de masse critique ou de deux populations qui doivent se rencontrer pour que ça fonctionne. Voilà, on a tout fait pour que ça puisse marcher au départ. Et voilà. Et après, c'était parti, puis ça s'est plus arrêté, quoi. Voilà. Il y a une question ici. Donc, tu disais tout à l'heure qu'il ne faut pas trop regarder sa main. Ouais. Et quand est-ce que, dans ton expérience, qu'est-ce qui peut faire que tu ne regardes plus ta main et que tu rends compte que ta main en fait, va pas dans la bonne direction dans ton expérience? Je crois beaucoup à quand vous vous levez le matin, si vous en avez marre.
bah, c'est qu'il faut arriver à changer quelque chose. C'était Steve Jobs qui dit ça. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu t'es battu pour un truc et puis que tu n'arrives pas à trouver du répondant en face, donc je sais pas, l'attraction du marché, tes clients qui ont un cycle de décision trop long, etc., c'est signe qu'il faut changer quelque chose. Après, il y a aussi les signes hyper matériels qui sont de ta capacité à pouvoir tenir dans le temps dans ton projet. Donc si tu as 10 ans à tenir parce que tu as les financements pour, à la limite tu peux pousser un peu plus, mais je pense qu'il y a eu souvent des contraintes comme ça. Donc ça c'était pour les aspects vraiment quand tu es limité un peu par l'argent et puis que tu n'arrives pas à trouver des solutions pour changer. Donc là il faut vraiment faire un truc radical. Après dans le cas du non, c'était de vestiaire, c'était vraiment pour arriver à passer à une étape d'après qui était l'international. Et du coup là on n'était pas obligé dans l'absolu, mais on se disait que c'était une mauvaise stratégie de partir avec ce nom. Et du coup, voilà, à un moment donné on s'est dit si on veut y aller il faut changer de nom et du coup on a mis en place ce process. Il nous a peut-être fait perdre quelque part comme 8 mois de travail parce qu'on a perdu énormément de choses derrière. Et puis le temps investi parce que c'était mine de rien assez long. Donc ouais, je sais pas, ça se ressent un petit peu comme ça. Je pense pas qu'il y ait de boîte magique pour te le dire. Mais ouais, à un moment donné, quand on est épuisé dans ce qu'on fait, il faut aller faire autre chose. Donc soit changer de voie complètement et puis repartir sur notre projet, soit trouver une autre solution. D'accord, merci. Voilà. Donc tu es CTO de ta boîte et c'est la partie technique, c'est plutôt de la technique informatique ou la technique algorithmique, mathématique? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a les deux? Est-ce que pour faire du CRM, Customer Relationship Management, je crois, est-ce qu'il faut beaucoup un algorithme compliqué, un peu comme Google dit qu'il a un algorithme, je sais pas, ou est-ce que la technique elle est juste marketing? Non, de manière générale, c'est plus de la technique informatique. Il y a un petit peu d'algorithmie dans Vestiaire, mais dans FDM, non. Après, je dirais que c'est plus l'ergonomie et l'exécution du produit. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est la pure technique. Finalement, on peut arriver à fabriquer une fonctionnalité d'une façon A, B ou C. Et il faut arriver à la mettre de la façon qui conviendra le mieux au client final. Du coup, ouais, je dirais qu'il faut de la technique informatique, mais vraiment appliquée au client. Donc, moi, je suis très orienté sur le produit, donc finalement, l'informatique est qu'un moyen pour arriver à fabriquer des produits qui conviennent à la cible. Donc, soit dans mes différents projets, c'était vraiment le leitmotiv. Et ouais, alors les algorithmes, etc., il y a des choses compliquées à faire, mais je pense que déjà, on peut arriver à faire des produits simples qui correspondent parfaitement à ta cible. Et du coup, ouais, se concentrer là-dessus, c'est le plus important. Et voilà. Alors, j'ai pas fait de Google, etc., donc non, il n'y a pas d'algorithme compliqué. C'est plutôt de l'informatique vraiment appliquée sur des produits qui puissent fonctionner, qui soient conçus. Et du coup, là, il y a beaucoup d'itérations pour arriver à trouver le produit qui marche bien. C'est vraiment très orienté sur les besoins du client. Voilà. Ça, c'est, je pense que ma petite particularité, c'est que j'ai toujours été plutôt à l'écoute de ce que les gens, ce dont ils avaient besoin, et puis d'arriver ensuite à leur reproduire et à leur proposer le produit qui convienne à leur demande. Bonjour. Bonjour. On parle de business model et des choses comme ça. Ma question c'est, est-ce qu'on part forcément avec un business model ou est-ce qu'on le découvre en route ou est-ce qu'on part avec des idées de business model qu'on adapte en route ou comment ça se passe? Est-ce qu'on peut partir sans business model? C'est la question. Alors je pense qu'aux États-Unis on peut. En France, je pense que c'est plus dur. Je pense qu'il va y avoir une idée de business model. Le nôtre, il évolue en permanence. Là, on est en train de sortir un nouveau produit. Donc avant, c'était vraiment, pour juste de donner un exemple, les gens proposaient un produit, il était accepté à la vente. Ensuite, une fois qu'il était vendu, il était amené chez nous. Donc on n'avait pas de stock, on n'achetait pas les produits. Et là, avec la notoriété, pour réduire des problèmes de délai, etc., on propose un nouveau produit quelque part qui s'appelle la conciergerie, qui permet aux personnes de nous confier 100% de la gestion de leurs produits. Et voilà. Du coup, oui, je pense qu'il faut avoir une idée de business model au départ. Mais ça reste qu'une idée parce que quelque part, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Et du coup, c'est quelque chose qui évolue avec le temps et puis qui se mature au fur et à mesure de la vie du produit.
Au départ, voilà, on peut avoir envie de le vendre, le mettre gratuit, etc. Enfin, je sais pas, je pense à une idée sur laquelle je suis en ce moment où vraiment on ne peut pas savoir une histoire d'application mobile. Est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut mettre de la pub, est-ce qu'il faut le mettre gratuit, etc. Voilà, c'est des choses où il faut peut-être tester différentes manières et puis être capable justement de varier hyper rapidement, vraiment au début, la façon dont on va pouvoir générer du revenu. Alors après, le pas de business model, ça marche quand on est Snapchat ou Google ou ce genre de choses. Parce qu'au départ, ils n'en avaient pas. Mais je crois qu'en France, c'est dur quand même. Donc ce sera plus aux États-Unis qu'on peut faire ce genre de choses, où ils sont très orientés sur les notions d'utilisateur, et puis on verra après comment on gagne de l'argent. Mais en France, se faire financer, ça se fait. Mais vaut mieux arriver à faire du revenu relativement rapidement pour prospérer et continuer, quoi. Voilà. J'ai répondu. Je pense, mais je pense qu'il faut pour continuer. Je pense que l'idée, c'est aussi, effectivement, quand ça commence à partir, là, ça commence à être une vraie question d'avoir un business model, parce qu'il y a un moment où il faut générer de l'argent. Je pense dans les phases très initiales, peut-être que, enfin, moi je pense que c'est un peu la thématique actuelle, c'est dans les phases très très initiales, quand on voit que justement il y a plein de startups qui passent pas certaines phases. Est-ce que il faut vraiment penser à un business model et partir quand on l'a, ou est-ce qu'on peut partir après des idées, on peut en trouver des business models. Je pense qu'il faut avoir une idée de comment on va pouvoir générer du revenu. Après, la manière exacte dont on va le faire, pas obligatoirement. Mais je pense que partir sur un truc où on pense changer le monde et on ne sait pas du tout à quel endroit on va gagner de l'argent, je pense que c'est difficile. On peut avoir une idée quitte à ce qu'elle change par la suite, mais je pense que c'est clé quand même de trouver un axe de revenu assez rapidement. Même si on n'est pas obligé d'en faire au départ, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire une masse client et puis ensuite il y a un site comme ça qui s'appelle Sens Critique qui a été autofinancé. Ils avaient leur idée de business model, mais ils ne l'ont pas encore appliqué. Ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'ils sont lancés parce qu'ils ont les moyens de pouvoir développer quelque chose sans revenu. Mais voilà, ils ont quand même leur idée dans la tête et ils attendent d'avoir une masse critique suffisamment importante pour pouvoir l'exploiter. Mais ne pas en avoir du tout, je pense que c'est une partie intégrante du projet entrepreneurial parce qu'à un moment donné, il faut avoir des revenus pour que ça puisse continuer en fait. Est-ce que vous avez hésité au début entre faire une pure plateforme et la dépôt-vente? Parce que j'imagine que le dépôt-vente, la logistique doit être très compliquée. Ça va coûter très cher aussi. Alors moi non, parce que moi, ma valeur ajoutée c'est de pouvoir fabriquer des plateformes de ce type-là. Après on s'est posé la question de savoir s'il fallait des dépôts-ventes physiques ou pas. On se pose encore la question, il y aura peut-être des choses dans le futur. Dépôt-vente au sens où vous êtes comme un agence où vous récupérez le produit pour le renvoyer après, comparativement à un Leboncoin ou eBay, où c'est directement de... Alors aujourd'hui, des gens peuvent venir chez nous déposer les produits, hein. Ça c'est possible. On a hésité pour les boutiques, le problème c'est qu'il faut arriver à fabriquer un réseau suffisamment dense. Donc on a imaginé des solutions en utilisant des réseaux existants. Donc, on a d'ailleurs, les dépôts-ventes sont clients chez nous sous une forme différente. Pour l'instant, on n'est pas resté sur une plateforme pure web, je dirais. Donc avec c'est drôle parce que c'est une plateforme pure web et en même temps elle est hyper physique parce qu'il y a des produits qui transitent tous les jours chez nous. Mais pas pour l'instant, peut-être dans le futur. Quand je disais que c'est juste de faire de client à client ou de client en passant par chez vous, c'est la question d'avoir un ou pas. Juste de faire un client, vous avez juste une plateforme où les utilisateurs viennent... Non, justement, on a fait exprès de faire transiter le produit chez nous pour justement apporter une valeur ajoutée différente à une expérience plus classique de plateforme où on aurait été juste un vertical sur la mode. Et voilà, on voulait se différencier pour arriver à avoir que la barrière d'entrée soit plus compliquée pour nos copier. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui fait exactement la même chose que nous, même sur la planète. Parce que ça reste un métier compliqué, ces flux de produits unitaires. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on a démarré, on s'est dit on va aller voir un logisticien et puis on va faire ça avec eux. On a vu 1, 2 ou 3 qui nous ont tous rionné en disant c'est pas possible, on ne peut pas traiter du produit de façon unitaire, etc. Donc nous on était un petit peu... Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils avaient l'habitude de recevoir des palettes entières, de les poser dans un coin, puis ensuite ils avaient du picking et puis il y avait quelqu'un qui venait piocher les marchandises et le côté produit unitaire
Enfin, il faut voir qu'aujourd'hui, on reçoit, je sais pas, quelque chose entre 500 et 1000 produits tous les jours qui sont tous emballés de façon différente par les clients. Et voilà, c'est des genres de métiers qu'ils ne savaient pas faire. Et puis ils sont revenus là il y a 6 mois en nous disant ouais, on aimerait bien le faire parce que finalement c'est un peu la tendance actuelle, il y a de moins en moins de profondeur de stock, finalement on est de plus en plus en train de buter vers ça et du coup on voudrait apprendre de comment vous avez fait. Donc vraiment non, c'était très central ce côté contrôle de produit, ce qui nous permet de vraiment gérer la contrefaçon, de repackager le produit, c'est-à-dire que quand on achète sur Vestiaire un produit d'occasion, on a la sensation, enfin le produit est réétiqueté, etc. Il est nettoyé, limite réparé, etc. Du coup, vous avez une expérience d'achat complète. C'est-à-dire que quand on est une plateforme pure, il y a la relation acheteur-vendeur, qui est parfois compliquée à gérer, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Et voilà, on voulait contrôler 100% des interactions entre les acheteurs et les vendeurs sur notre site. Et puis, le produit au milieu permettait de le gérer. Et ben, ça, à l'international, ça va continuer à être transité par la France. Ouais. Alors, à l'international, en Europe, oui. Et là, aux États-Unis, on est en train de réfléchir à monter, a priori, la même plateforme pour des problématiques de douane et de délai. Donc, non, par continent, on va devoir mettre des plateformes logistiques distinctes. Donc là, c'est à stade de projet. Mais voilà, c'est-à-dire que les Américains pourront acheter des produits aux Américains, mais également aux Français. Mais on va se débrouiller pour faire des centres logistiques qui communiquent le plus intelligemment possible pour gérer ça, quoi. Mais oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Enfin, on n'a pas la même capacité de scale à l'international qu'une plateforme pure où il suffit juste de traduire le site et c'est parti. On a des vraies problématiques de logistique compliquées avec la douane, etc., où c'est des vrais sujets particuliers. Alors ma question était liée à la question présente, c'était une question de logistique. Donc sur cette décision d'être un intermédiaire, quand même, comme tu disais, exceptionnel. Donc je vais pas la poser d'un point de vue logistique, mais d'un point de vue client. Quand est-ce qu'elle est venue cette décision de faire le contrôle qualité? Est-ce qu'il y a une demande du client? Est-ce que vous avez fait du customer development comme parlait Audrey? Est-ce que c'est des demandes de clients qui ont fait que vous avez décidé de faire un contrôle des produits? Non, ça c'était vraiment dans la phase de gestation du projet où en gros, vraiment l'idée de base et le besoin de base c'est j'ai un sac à main Chanel, je ne peux pas le vendre sur internet d'occasion parce qu'il n'y a aucune plateforme qui permet de le vendre, parce qu'il n'y a pas d'acheteur de l'autre côté de la peur de la contrefaçon. Du coup on est parti de cette idée-là et puis on a dit comment on fait pour répondre à ça, et puis on s'est dit il faut contrôler le produit. Du coup après, en effet on aurait pu faire un dépôt-vente, mais bon finalement il y avait déjà des tonnes de dépôt-vente partout, donc on a voulu faire le dépôt-vente en ligne. Et du coup, dès le départ, on avait cette... Enfin, c'était vraiment central dans notre idée, c'était le côté contrôle physique. Et après, voilà, il a fallu broder autour. C'est comment on fait pour recevoir les produits, comment on fait pour les déposer. Est-ce qu'on les met en stock avant, est-ce qu'on les met en stock après? Est-ce qu'on récupère tous les produits ou est-ce que les gens les déposent et puis on les vend ensuite? Voilà, donc on a fait différents choix qui ont fait qu'aujourd'hui, on fonctionne comme on est là. Et puis, on est en train d'évoluer avec d'autres produits. Vraiment, cette notion de contrôle de produits au milieu était... centrale pour nous, pour arriver à mettre des compétences d'authentification du produit, d'être en relation avec les marques pour apprendre de leur expérience et puis savoir identifier les vrais défauts, etc. Puis même pour aller au-delà de ça, finalement, parce que des produits qui sont contrefaits, il n'y en a pas tant que ça dans la réalité, mais on a d'autres problématiques quand on achète des produits engageants qui coûtent cher. Il y a une photo d'un côté quand on reçoit un produit qui ne correspond pas à ce qu'on a, donc il y a vraiment une notion même de conformité, juste de s'assurer que c'est la bonne pointure, c'est la bonne couleur. Quand il y a marqué très bon état, c'est du très bon état. Donc voilà, pour nous, ça nous apporte cet intérêt-là. Alors, on annule beaucoup de commandes. C'est-à-dire que quand vous achetez chez nous, parfois, on va annuler la commande parce que le produit ne correspond pas à ce que vous avez acheté, mais on préfère annuler que de décevoir le client de l'autre côté. Du coup, voilà, ça, c'est ce qui nous a permis la notion de contrôle du produit, de l'avoir physiquement, c'est ce qui nous a permis de faire tout ça. Et ce qui nous différencie aujourd'hui beaucoup des plateformes plus standards aujourd'hui. En fait. Est-ce que tu auras un conseil à donner à une personne non technique pour qu'elle puisse rencontrer des partenaires techniques justement? Ça, cette question, je l'entends tout le temps. J'ai pas de solution magique, malheureusement. Alors, il y a moi, un jour, peut-être. Je sais pas, il y a différents lieux, il y a peut-être les startup week-ends, il y a des hackathons, il y a des gens qui sont... Ouais, il faut aller voir un petit peu partout. Il y a aussi tout ce qui est stage en école d'ingénieur, parce qu'il y a des gens qui ont des envies. Alors là, vous perdrez peut-être l'expérience, mais vous gagnerez en
en envie d'entreprendre et puis le côté... Créer une structure et accueillir un stagiaire d'une école d'ingénieur. Ouais. Ouais, enfin, je pense que, je sais pas, si j'avais un projet qui a besoin d'une technologie forte, je pense que j'irais voir des écoles d'ingénieurs qui ont des spécialités dans ce truc-là. J'irais sonder un peu les personnes, les découvrir un petit peu, et puis voir s'il y a des gens qui sont potentiellement, qui ont potentiellement envie d'entreprendre. Alors après, on perd vraiment cette notion d'expérience, mais je pense qu'on la gagne en, justement, on a envie de fabriquer plein de choses, et puis pas des gens qui sont déjà formés avec le système actuel. Voilà. Alors après, pour trouver un directeur technique quelque part avec des grandes ambitions, c'est assez dur. Mais ça doit se trouver, je sais pas trop comment. Je sais pas, il y a beaucoup de fonds qui viennent nous voir pour voir enfin, si j'ai pas des copains, etc. Puis chaque fois je leur réponds non. Mais non, c'est un vrai problème a priori. Mais il y en a qui y arrivent. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai une amie qui a fait tous les événements tech possibles pour trouver des gens qui sont compétents d'un côté et puis qui ont envie d'entreprendre. Et puis voilà, il faut y mettre pas mal d'énergie quand même, mais ça se trouve. Tout à l'heure, vous parliez d'itération dans votre business model. En septembre, vous avez Condé Nast qui est entré dans le capital. Est-ce que ça marque une nouvelle étape dans votre business model ou est-ce que c'est juste de leur côté un peu de pouvoir proposer sur web, par exemple, des produits de deuxièmement du vestiaire ou c'est aussi de votre côté quelle était l'étape pour vous? Je sais pas, déjà à chaque fois qu'il y avait des étapes comme ça, pour nous c'est un peu une nouvelle ère, donc qui est vraiment un avant et un après. Avec Condé Nast, c'est vraiment pour trouver une synergie entre un éditeur online et offline, et donc avec une résonance mondiale. Et puis eux, a priori, c'est pour trouver du répondant sur des modèles qui font du revenu sur Internet, ce qui n'est pas forcément, qui est moyennement leur cas. Du coup, ils ont fait différents investissements, dont Vestiaire, donc ils ont fait Farfetch également. Donc voilà, ils ont une vraie démarche pour arriver à prendre des positions sur Internet. Et nous, de notre côté, c'était dans la recherche du financement, il n'y a pas que l'argent, il y a vraiment qu'est-ce que l'investisseur peut nous apporter. Donc dans les différentes phases, d'ailleurs, c'était comme ça. À chaque levée, il y avait un élément clé dans l'investissement, au-delà de l'argent qui permettait de développer la structure d'une manière différente. Donc que ce soit de l'expérience, du réseau, du renom, et puis là, dans ce cas précis, une vraie image de société avec laquelle l'on peut exploiter, dans un sens et dans l'autre, parce que c'est vraiment gagnant-gagnant sur ce deal. Oui. Ouais, si. J'avais une petite question par rapport à... Bon, vous avez des besoins, des compétences, en douane, etc., que vous n'avez pas forcément en interne. À quel moment vous décidez d'externaliser une action ou un besoin? Déjà, ça dépend si on peut se le permettre, parce que ça coûte, c'est pas donné. Donc ça dépend si on est au début de projet, si on met ses économies, qu'on n'a pas de compétences techniques dans l'équipe, on peut imaginer d'aller acheter la technologie ailleurs. Bon, je pense que c'est une mauvaise idée. Après, ça regarde que moi, et je pense qu'il y a plein de modèles différents. Après, des prestations, il y en a diverses et variées. Je dirais que à partir du moment où on a de l'argent pour pouvoir le faire, que les compétences à trouver sont trop difficiles et qu'on peut avoir une réactivité importante avec un prestataire externe, il faut le faire. Nous, on l'a beaucoup fait et on le fait encore pour accélérer différentes phases, que ce soit du marketing, que ce soit des relations presse, que ce soit même de la technique, un petit peu partout. Après, il faut le faire avec parcimonie parce qu'on perd un petit peu le contrôle sur ces aspects-là, mais je pense qu'il faut le faire et puis il faut le faire dans des proportions raisonnables. Après, il faut faire attention parce que ça coûte cher et du coup, il faut mieux avoir les financements qui vont avec pour se le permettre parce que faut prendre une journée de consultant en développement mobile, par exemple, quand on paye 500 € la journée. Au début, c'est dur. Après, ça passe plus facilement. Et puis après, bon, voilà, il y a d'autres périodes. Mais je dirais au début, soit vous avez le budget pour le faire, et puis pourquoi pas, faut faire attention à ne pas tout cramer dans un prestataire et à se rendre compte derrière qu'on n'a plus de budget pour du marketing ou ce genre de choses. Ce que j'ai vu plusieurs fois faire, ce qui est vraiment une mauvaise idée. Mais après, une fois qu'on a un peu plus de revenus et qu'on est financé, il ne faut pas hésiter à le faire pour aller plus vite et gagner du temps à ce niveau-là. Et puis il y a des gens meilleurs que nous pour le faire à ces endroits-là. Bonsoir, j'ai monté un projet B2B et je suis dans une phase dans laquelle j'ai besoin d'accélérer le business développement.
Donc l'une des questions qui ont été posées me fait penser à une question symétrique. La première, donc, ce serait quel est ton conseil pour trouver un business developer et non pas un profil technique. Et la deuxième, c'est une fois cette phase de business développement amorcée avec des résultats tangibles, quel est selon toi le critère sur lequel on peut se dire qu'on tient quelque chose qui intéressera un investisseur en termes de traction, de preuve client? On a déjà un premier client, B2B. Est-ce qu'il en faut 4, 5, en combien de temps? Alors, bon, déjà pour la première question, pour le business développeur, je sais pas, moi je les ai rencontrés par réseau et par un petit peu sérendipité, etc. Donc j'ai pas de solution magique, encore une fois, pour trouver quelqu'un. Après, il y a peut-être l'équivalent des écoles d'ingénieurs dans les écoles de commerce, même si je pense qu'il faut avoir de l'expérience et du réseau pour le faire. Ouais, je pense que ça revient tout le temps à parler, à sortir et puis à rencontrer le maximum de monde. Pas se jeter sur la première personne, mais plutôt essayer de challenger un petit peu tout le monde et puis de rencontrer des personnes. Je sais pas, c'est comme ça que je l'ai fait et puis il n'y a pas de démarche hyper scolaire pour trouver quelqu'un. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, être très ouvert et puis discuter avec tout ça. Et après, pour le B2B et les financements, alors je sais pas, j'ai pas eu la chance de faire du financement en B2B. Je pense que c'est plus facile déjà que avec du particulier, etc. Enfin, en tout cas, si tu as pu trouver ton premier client, c'est une bonne chose. Je sais pas, je pense qu'il faut commencer à discuter à ce moment-là, quand il y a un produit qui tourne et puis qu'il y a un premier client, de commencer à imaginer les besoins de financement qu'ils peuvent avoir et puis commencer à rencontrer des personnes, mais dans une démarche de rencontre et pour voir si les gens sont intéressés, parce que il faut vraiment y aller, je pense, avec une démarche où voilà, j'ai quelque chose, je cherche éventuellement à me développer et puis voilà, je suis à l'écoute de ce qui se passe et je vous présente mon projet. Mais vraiment dans une voilà, si jamais tu as la possibilité d'attendre, je pense qu'il faut mieux attendre. Je pense que les investisseurs c'est bien parce que ça apporte de l'argent, de l'autre côté ça rajoute des contraintes, donc il faut faire attention. Je pense dans le B2B, quand on a la capacité de fabriquer un produit et si on a la capacité de le développer tout seul, c'est encore mieux. Après des fois ça permet d'aller plus vite et puis voilà, faire attention à ça. Je dirais que voilà, il faut au moins avoir un produit, au moins un client, je pense, pour montrer qu'il se passe quelque chose. Éventuellement montrer différents prospects qui sont en phase d'accroche. Je pense que ça dépend beaucoup, hein, parce que là, dans ma société qui était un B2B, on avait des cycles de décision d'à peu près 1 an et demi, donc c'était hyper long voilà, donc je pense que ça dépend de plein de critères, mais ouais, commencer à partir du moment où on a un produit et puis des premiers clients, je pense que c'est une bonne chose, sans l'espérer la faire tout de suite, mais plutôt commencer à tisser des liens et puis faire du suivi au fur et à mesure pour que les choses puissent se déclencher ensuite. Enfin voilà, venir comme ça en espérant que dans 2 jours ou 1 semaine on va avoir 400 000 ou 1 million, je pense que c'est assez dur. Il faut commencer à se faire connaître et puis tâter un petit peu du marché, puis pour se rendre compte un petit peu de dans quelle position se trouvent les investisseurs, pour avoir envie pour voir à quel moment il faut vraiment présenter quelque chose de précis. Alors moi j'ai une question pour toi, juste là. Ah, ouais. Mais avant, je voudrais juste revenir sur la question de comment trouver un développeur et comment trouver un business développeur. C'est des questions qu'on voit hyper souvent et d'expérience, parce que moi j'ai un profil école de commerce et effectivement école de commerce c'est un super moyen d'aller trouver des business développeurs, surtout dans les profils un peu entrepreneuriat, parce que c'est des gens qui sont hyper motivés pour faire des stages et pas forcément hyper bien rémunérés, donc c'est une bonne vanne. Et d'autre part, côté développeur, moi j'ai bossé dans un réseau social qui permettait de recruter des développeurs, donc ça a été mon domaine pendant un moment. Et un site internet qui s'appelle meetup.com, qui est juste génial, sur lequel en fait tu as toutes les différents meetups des différentes technos de développement. Et en fait, la première question que tu as à te poser, c'est quelle est la techno dans laquelle tu veux développer. Et si tu n'en as aucune idée parce que c'est pas ton secteur, tu demandes à un de tes copains qui est CTO dans une autre boîte, tu dis ce que tu veux faire. Bon, après, il y a plusieurs chapelles, donc tu auras plusieurs réponses. Mais tu choisis ta techno et tu vas à ce meetup, tu y vas 4 fois, 5 fois. Et l'avantage, c'est que c'est la seule configuration. Donc, tu as 90% de développeurs et 10% de mecs comme toi qui les cherchent. D'habitude, c'est l'inverse. On est tout le temps avec plein de gens qui cherchent des développeurs et très peu de développeurs. Donc, moi, je t'encourage vraiment à faire ça. Je l'ai fait, je connais des gens qui l'ont fait et ça marche plutôt. Bref. Donc, ma question, c'est comment ça se passe dans les moments où tu pivotes, où vraiment il y a des questions super sérieuses à se poser sur l'orientation du business
du business model, du marché, etc. Comment ça se passe avec les associés? Est-ce qu'il y a des profils d'associés qui sont hyper attachés à leur bébé qu'ils ont créé au début et ça crée des conflits qui sont vraiment emmerdants? Comment on fait pour outrepasser ça? Ou est-ce que ça vient hyper naturellement, c'est assez facile? Non, c'est plutôt dur. Après, les relations humaines à ces moments-là sont assez compliquées. Enfin, je sais pas, je me rappelle par exemple de l'histoire de Mélane vers mon produit Freezone. Je me rappelle que voilà, on a passé beaucoup de soirées à en discuter longuement de façon très passionnée. Je pense qu'à chaque fois, justement, c'est comme ça qu'on peut définir un pivot, c'est quand il y a voilà, l'incertitude, est-ce qu'on fait le bon choix, etc. Le rapport aux associés est parfois compliqué. C'est parfois là où on en perd. C'est parfois là où on crée d'autres dynamiques. Enfin, j'ai beaucoup entrepris avec plus qu'un seul associé, donc on avait différentes relations entre nous. Non, c'est à chaque fois des moments hyper intenses. Et puis, je sais pas si on peut dire que quand on le vit, on s'en rend compte vraiment, mais voilà, quand c'est passé avec le recul, on se rend compte que des fois, faut faire attention à plein de choses parce que c'est les gens avec qui on va travailler, donc il faut gérer ces aspects-là. Je sais pas, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de soirées, c'est beaucoup de restos, c'est beaucoup de week-ends à discuter de plein de choses. Et voilà, et puis c'est des moments les plus prenants de ces moments d'entreprise. Mais des moments hyper particuliers. Et puis faire attention dans ce qu'on dit. Et puis il y a des gens qui restent hyper. Il faut arriver. Puis des fois ça pouvait être moi. Je pense qu'il y a eu des fois dans certains cas où c'était moi qui étais bloqué sur des positions. Puis il a fallu me faire accepter. Des fois ça s'accepte un peu dans la douleur. Et ouais, c'est un petit peu comme ça. Et à un moment donné, il faut choisir dans quel camp on est. Et puis de toute façon, on n'a pas la réponse. Hein. On ne sait jamais si ça va être le bon choix ou pas. Typiquement, donc, il y avait eu Réseau Local qui faisait les LAN, on a passé au produit. Et derrière, justement, il y a eu un autre pivot qui a été, du coup, d'un côté, il y avait l'événementiel, et puis du coup, je m'occupais d'une branche qu'on avait fabriquée, parce que finalement, on a pris les compétences qu'on avait pour fabriquer des revenus, et j'ai fabriqué une entité Web Agency. Puis après, avec un peu de quelques mois, années après, voilà, il n'y avait plus une cohésion spéciale, et du coup, il a fallu couper la boîte en deux, donc quelque part une autre sorte de pivot. Et voilà, ça, c'était des moments hyper difficiles d'arriver à se dire les choses et se dire ok, il faut qu'on coupe la société en deux. Donc il y a l'amener, le préparer avec tous les enjeux qu'il y a, avec déjà une société qui a du passé, avec les participations diverses et variées, l'argent qu'on a mis dedans, les revenus qui ont été dégagés, savoir qui fait quoi comment, les clients qui ont été attrapés d'un côté et qui partent dans l'autre structure. Donc ouais, il y a c'est des moments, ça change du quotidien, quoi. Donc c'est presque les meilleurs moments, je pense. Hein. Voilà. De toute façon, c'est le chemin qui est intéressant, c'est pas spécialement l'arrivée. Mais ouais, non, il y a des... c'est les moments les plus durs, mais les plus intéressants aussi. Voilà. Donc là, tout de suite, on va prendre la dernière question, mais ce ne sera pas fini après. On va servir un cocktail à l'entrée, et peut-être qu'Alexandre restera un petit peu. Donc si vous voulez échanger à la sortie, il y aura de quoi manger, de quoi boire. Et voilà, donc dernière question. Je crois savoir que tu n'es pas juriste, avocat, tu n'as pas fait l'école de droit. Est-ce que tu t'es fait conseiller par une personne neutre extérieure à l'entreprise lors des différentes levées de fonds? Ma crainte étant de ne pas réussir à interpréter la petite ligne, la petite étoile dans le contrat qui induirait le fait que tu puisses se retrouver à la rue sans rien. Est-ce que la loi est assez bien faite en France pour protéger comme ça les cofondateurs d'une entreprise, ou est-ce qu'il faut faire appel à des personnes extérieures pour tout lancer? Alors déjà, bon, ça va dépendre des levées et de leur taille, mais la plupart du temps, il va y avoir différents cabinets, donc des cabinets pour représenter l'entreprise, des cabinets pour représenter les investisseurs. Alors les cabinets pour l'entreprise sont censés faire ce qu'il faut pour protéger les cofondateurs. Alors après, la protection reste ce qu'elle est, dans le sens où ça peut être des pactes d'actionnaires. Le dernier que j'ai signé était épais comme ça, en droit anglais, etc. Donc c'est un peu difficile. Donc voilà, après, ça reste des échanges avec... Oui, il y a beaucoup de démarches qui partent comme ça avec différents objectifs. Il faut savoir que Vestiaire
approche de la rentabilité, mais du coup voilà, on reste dans des positions un petit peu particulières. Oui, je pense qu'il faut faire hyper attention et trouver un cabinet qui soit quand même bien orienté sur ces aspects-là, qui connaissent de quoi ils parlent, et pour pouvoir ouais, nous préserver, parce que ça peut aller vite. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc il faut prévoir tous les scénarios possibles. Ça ne marche pas, ça marche très bien, il faut se faire refinancer, etc. Et du coup, un petit peu tous les scénarios, faire attention à quelle va être l'issue. Alors quand ça ne se passe pas bien, il n'y a souvent pas tellement d'issue. Mais il faut faire attention à ce qu'il arrive des mécanismes parfois où la société évolue, elle se fait racheter, et puis là, ils ont des clauses préférentielles, et du coup, ils prennent tout le rachat, et puis il ne vous reste rien à la fin. Du coup, quand on y a passé plusieurs années, ça peut être un peu dur. Donc ouais, il faut faire hyper attention à tout ça, et puis être sûr que si un jour on vous rachète, que vous n'allez pas vous retrouver à la rue. Il y a d'autres histoires pas très drôles qui sont on vous rachète X, on vous donne que 80%, et non, plutôt on vous donne attendez que je dise pas de bêtises, on vous donne 100%, non, on vous donne 80%. On répartit ça sur l'ensemble, et si jamais il y a un risque, et qu'au bout d'1 an, ça n'atteint pas les objectifs que vous avez demandé, les 20% on ne vous les donne pas. Et par exemple, ce risque-là, la plupart du temps, il est porté par le CEO, et s'il ne s'en rend pas compte, si jamais il n'a plus que 15% d'investissement et qu'il doit rembourser 20%, bah voilà, il est endetté, juste pour avoir eu la chance de monter son entreprise qu'il a plutôt bien vendue, sauf qu'elle n'a pas fait ses objectifs finaux. Et du coup, il se retrouve endetté comme ça. Donc c'est des mécanismes qui peuvent exister, et puis les investisseurs de l'autre côté, ils veulent récupérer leur argent du mieux qu'ils peuvent, donc il faut arriver à trouver des terrains d'entente. Et c'est même préalablement au pacte d'actionnaires qu'il faut bien verrouiller l'ensemble, connaître ses investisseurs, savoir quels sont leurs objectifs, voir comment on peut travailler ensemble. Parce que vous allez les avoir pendant longtemps, tous les mois, et il vaut mieux bien s'entendre avec eux et puis avoir une relation qui permet de construire quelque chose plutôt que de la détruire. Voilà, mais donc des bons cabinets. Moi je ne l'ai pas fait personnellement, c'était le cabinet de l'entreprise. Après je pense que on a été plutôt bien défendus. Après tout dépendra de ce qui se passe par la suite, quoi. Donc je reviendrai vous dire ce qui sera passé plus tard, quoi. S'il y a un plus tard. Bon, timing parfait, Marc-Laurent. Merci beaucoup Alexandre. C'était une super conférence. Et donc voilà, cocktail à la sortie, normalement c'est déjà prêt.